Allez les amis, je vais analyser le portefeuille d'un client qui m'a envoyé cet email. Voici un lien vers mon portefeuille en bourse afin d'avoir ton avis sur ce qui cloche dans celui-ci, comment l'optimiser. Par avance, je te remercie pour ton temps et te souhaite à l'avance une bonne année 2025. Ok les amis, on est ici donc au Vietnam. Je vais essayer de te montrer la vue rapidement même si elle casse pas. Trois pattes, un canard, on est vraiment dans une petite vie de quartier et je te propose qu'on passe tout de suite sur l'ordinateur pour qu'on fasse le détail une par une des positions de Gary. Alors tu vas voir, le portefeuille est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup de choses que j'aime pas. On se retrouve sur mon écran comme prévu, j'ai ouvert le lien Finari qui m'a été transmis du coup par Gary et on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement puisque vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un portefeuille d'une valorisation de 63 000 €. Très bien. On va passer sur le côté performance. On n'est pas là pour parler de ça. On est vraiment là pour parler de la composition du portefeuille. Les frais, on voit que ça coûte 18 € par an parce que on va voir qu'il y a des trackers, on laisse de côté. La diversification, ça m'intéresse déjà un petit peu plus. On voit qu'il y a 69% États-Unis, donc ça très bien, j'adore, je ne jure entre guillemets que par les États-Unis. Mais on va voir qu'il y a aussi beaucoup de choses, un peu de France, mais surtout après de l'Allemagne, Espagne, Pays-Bas, on a de l'italien, on a du mexicain, on a du chinois, bref, il y a vraiment pas mal de choses. Ici, c'est développé par continent. Je n'utilise jamais Finari, donc je connais pas très bien leur interface. Donc cyclique défensif sensible, on va en parler après. Et les secteurs, on a grosso merdo une bonne répartition dans plusieurs secteurs, donc ça c'est pas ce qui me gênera le plus dans ce portefeuille. Il y a clairement d'autres choses qui vont me gêner. En termes de performance, on a 2,54% de rendement. C'est très correct. C'est pas du tout un portefeuille qui est spéculatif quand on voit la typologie du rendement. On est sur quelque chose de même plutôt assez défensif, bon père de famille quand on voit en tout cas la tête du rendement, en sachant que je sais pas si c'est un rendement à l'instant T du portefeuille ou un rendement sur prix de revient. Je sais pas si en cliquant on peut savoir le petit i. Entre le prix de l'action et les revenus versés par vos actions. On ne sait pas si c'est notre prix de l'action ou le prix actuel. Bref, en tout cas, 2,54, c'est plutôt défensif, bon père de famille, comme je vous disais à l'instant. Rentrons dans le détail. En réalité, vous ne le voyez pas, c'est pas numéroté, mais il y a une sacrée liste d'actions. Il y en a 75, les amis. Donc là, c'est déjà le premier point noir d'après moi, c'est qu'il y a énormément de positions en portefeuille. Voilà, 75 position, sachant que le portefeuille vaut 66 000 $, c'est-à-dire qu'il y a moins de 1 000 $ en moyenne investis par position, c'est très peu. On voit qu'il y a Coca-Cola qui représente une belle part du portefeuille, 16 000 €, 12 000 pour LVMH. Après, on redescend à 5 600 pour du Apple. Et si on va vers le bas, il y a des positions à 100 bas, il y a des positions à 80 €, 60, 50. Il y a même des positions à 5 €, 3 €, 1 €, 10 €, 20 €, 30 €. Donc ça, pour moi, c'est la première très grosse bêtise, c'est que avoir un portefeuille aussi diversifié avec des aussi petites lignes, c'est une catastrophe parce que c'est ingérable. Quel intérêt d'aller faire un suivi fondamentale d'une valeur comme, je sais pas ici, Snap ou Atari ou j'en sais rien, qui vaut 10, 20, 30, 40 €. En fait, tu respectes pas ton temps. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre du temps de surveiller cette valeur alors qu'elle pèse rien dans ton portefeuille. Par exemple, Coca-Cola, c'est intéressant. C'est une ligne à 16 000 €. Ça vaut le coup de la suivre et voilà, il y a un intérêt financier derrière de la suivre. Donc ça, faut faire vraiment attention à ça. Donc, j'imagine que ce client, a priori, n'a pas qu'une approche dividende, puisqu'on va voir que dans son portefeuille, il y a à la fois du tracker, mais aussi des valeurs qui ne versent pas de dividendes. Donc, c'est vrai que la première étape, c'est d'abord de définir le profil du client. Et là, pour le coup, je l'ai pas en détail, si ce n'est l'email que je t'ai montré au tout début de la vidéo. J'ai pas le détail de son profil, ni son âge, ni ses moyens, ni ses revenus. Donc, il va y avoir vraiment une approche que je vais calquer sur la mienne ici, qui est celle du dividende. Et donc, c'est de cette façon que je vais analyser son portefeuille, puisque vous le savez tous sur cette chaîne, je suis orienté dividende. J'ai investi 1,1 million de $ sur les actions à dividende aux États-Unis. Donc, je vais vraiment prendre ce portefeuille en le calquant sur ma stratégie et dire ce que j'aurais gardé, pas gardé, ce qui me gêne moins, etc., etc. Ok? Donc, les amis, il y a 75 positions. Donc, si je passe 1 minute par action, la vidéo va durer plus d'1 heure. Donc, on va aller très vite. Ok? Coca-Cola, c'est une très belle boîte, ok. C'est clairement une boîte que j'ai pas en portefeuille aujourd'hui, mais que je pourrais rajouter à mon portefeuille parce que elle coche énormément de critères d'un point de vue fondamentaux. Donc ça, je valide entièrement Coca-Cola et je sais qu'un jour, elle rejoindra mon portefeuille. C'est qu'une question de temps. LVMH, j'éjecte tout de suite parce que c'est du français, même si c'est une des boîtes que je préfère le plus en France et que j'aurais probablement en portefeuille si j'avais un PEA et que j'étais encore résident fiscal en France. Mais c'est du français, donc ça m'intéresse pas du tout. Apple, c'est une très belle boîte également, une des meilleures au monde, beaucoup de cash. Très bons fondamentaux, mais le problème, c'est que le dividende, c'est un micro-dividende. Donc, encore une fois, pour toutes les autres valeurs dans la suite de la vidéo où je vais dire que c'est du micro-dividende, le problème, c'est que un micro-dividende
pour que ça devienne un jour intéressant, soit il va te falloir beaucoup de temps et la condition que cette boîte continue d'augmenter son dividende à un rythme soutenu, ou alors il va te falloir énormément de capital. Donc, c'est pas forcément les valeurs les plus optimales vers lesquelles se diriger quand on veut du dividende. Il faut plutôt aller vers des valeurs qui offrent dès le début 2, 3, 4% de façon à faire en sorte que on ait un équilibre parfait entre risque et rentabilité. Apple, malheureusement, c'est trop du micro-dividende. Là, on a un ETF World, donc pourquoi pas, pour diversifier sur tous les pays du monde. Personnellement, moi, je suis 100% États-Unis. C'est le meilleur marché et de loin pour plein de raisons. Donc, pour moi, je vois pas l'intérêt d'un ETF World. Je me concentrerai uniquement que sur les États-Unis. Berkshire Hathaway, la boîte du tonton Buffett. Donc, évidemment, une très belle boîte également. Le problème, c'est que ça verse pas de dividendes, donc ça m'intéresse pas. Pepsi, excellente boîte, surtout en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo, on est fin janvier. Et clairement, 3,6% de dividendes. Pour moi, elle est sous-évaluée en ce moment. Le dividende me semble super safe. 51 d'augmentation du dividende. Je pense qu'il y a en ce moment un très beau point d'entrée. Je la surveille activement en ce moment. Et pourquoi pas une valeur qui pourrait rejoindre également le portefeuille, très beau portefeuille de marque. McDonald's également, c'est une très belle valeur. 2,5% de dividende. La valorisation me semble OK. 47 ans d'augmentation du dividende. C'est une valeur qui, pour moi, pourrait cocher pas mal de critères pour du dividende également. BNP, c'est français, donc on dégage. Nvidia, le problème, c'est clairement potentiellement la valorisation et c'est même pas un micro-dividende ici puisqu'on est à 0,03% de dividende. Donc, autant te dire que si tu souhaites vivre de tes dividendes avec une boîte comme Nvidia, il va te falloir placer des millions, voire des dizaines de millions d'euros. BlackRock, bof. 2% de dividende, c'est safe, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop cher. J'ai pas un très gros avis sur BlackRock, mais c'est pas du tout celle qui m'attire le plus d'un point de vue fondamental. Ensuite, si on va sur Netflix, Netflix c'est simple, il n'y a pas de dividende, donc ça dégage direct. Ensuite, on a MetLife. Alors, le problème de MetLife, c'est que de 2007 à 2012, le dividende a stagné. Donc, moi, une boîte qui fait stagner son dividende sans l'augmenter année après année, c'est un red flag. Ça dégage tout de suite. Il faut que le board me montre qu'il a un intérêt pour les actionnaires et qu'il est en capacité de leur augmenter le dividende régulièrement, année après année. Donc, MetLife, grosse faute pour les actionnaires, donc ça dégage d'office. Microsoft, c'est une très belle boîte, mais c'est encore une fois un micro-dividende. Donc, malheureusement, pour la raison que j'ai évoquée précédemment, ça dégage. Meta, très belle boîte, mais là aussi, c'est la même conclusion. C'est du micro-dividende, donc ça dégage. On a Clínica Baviera, donc c'est une boîte espagnole, donc ça dégage parce que ça rentre pas dans ma thèse d'investissement qui est d'aller que sur le marché américain puisque c'est le meilleur marché au monde. Mastercard, évidemment, une très belle boîte, mais micro-dividende à 0,6%. Donc là, il va te falloir énormément de capitaux pour pouvoir vivre de Mastercard. Et il faut encore une fois la condition que Mastercard augmente de façon agressive son dividende sur 5, 10, 15, 20 ans pour que tu puisses construire une rentabilité sur prix de revient intéressante. Donc, condition pas du tout garantie. Société Générale, c'est du français, donc ça dégage. Ferrari, donc évidemment, boîte italienne, mais cotée aux Pays-Bas. Donc, c'est pour ça que ça commence par NL. Donc, ça m'intéresse pas du tout, c'est du européen. BMW, pareil, d'autant plus que c'est de l'automobile, les deux là, donc ça m'intéresse, mais alors vraiment pas du tout. Tesla, c'est simple, il n'y a pas de dividende, donc ça dégage, ça rentre pas dans la thèse. C'est la NES. Il y a 3 mois, ils ont fait une baisse de 95% du dividende qui est censé être temporaire. Mais bon, le temporaire, c'est toujours permanent et 95% de baisse du dividende. Autant te dire que là, ça dégage, mais alors immédiatement. Visa, tu me vois venir, je pense. Excellente boîte, mais micro-dividende à 0,7%. Donc, ça me plaît pas. Alors, Coca-Cola, FEMSA. Alors là, faut pas se tromper, c'est pas le vrai Coca-Cola entre guillemets. Coca-Cola FEMSA, c'est la boîte qui fait tout ce qui est embouteillage pour Coca-Cola. Donc Coca-Cola détient des parts dans cette entreprise, mais en réalité c'est une boîte mexicaine, donc qui est achetable aux États-Unis via le ticker US blablabla, via ce qu'on appelle un ADR. Donc les boîtes étrangères sont cotées aux États-Unis pour les Américains à travers ce qu'on appelle un ADR. C'est un produit en fait commercialisé par les banques qui permet aux investisseurs américains d'aller investir dans des entreprises étrangères de façon simplifiée. Donc là, il n'y a aucun intérêt puisque encore une fois, c'est une boîte mexicaine. J'aurais largement préféré acheter le Coca-Cola directement. Walmart, pourquoi pas? C'est une belle boîte, mais le problème, c'est que le dividende, il est inférieur à 1% et je pense qu'en ce moment, la boîte est un peu trop chère, mais ça reste évidemment une belle boîte très défensive. Donc, ça, j'adore, mais dividende un peu timide, malheureusement. SAP, c'est allemand, donc ça dégage. Kering, le luxe français, c'est français, donc ça dégage. Ruby, c'est français, donc ça dégage.
Cisco, dividende timide, 2,6%. C'est pas trop mal en réalité, mais c'est un petit peu timide. Ça semble être une valeur assez safe, mais j'ai un peu peur sur la valorisation au moment où je fais cette vidéo. Donc pas ouf, pas dégueu, mais voilà, ça passe, voilà, ça m'intéresse pas forcément. Safran, c'est français donc ça dégage. AXA, c'est français donc ça dégage. Amazon, bah, c'est très simple, Amazon, ça ne verse pas de dividendes donc ça dégage. Là, Equasense, c'est français donc ça dégage. Alphabet, bah, c'est évidemment une très belle boîte Alphabet, mais le problème c'est que c'est un micro-dividende également, 0,4%. Le dividende vient d'être annoncé, je crois, il y a 3 trimestres, un truc comme ça. Donc c'est tout récent, donc ça rentre pas dans la thèse d'investissement. Richemont, c'est suisse, donc ça dégage. Alibaba, c'est chinois, donc ça dégage. Donc là, pareil, c'est un ADR. C'est une façon pour les investisseurs américains d'investir de façon simplifiée dans des entreprises chinoises en rendant la cotation accessible aux États-Unis. Mais bon, ça m'intéresse pas, c'est du chinois. Air Liquide français, encore moins, ça m'intéresse encore moins. Procter & Gamble, par contre là, c'est très bien, c'est une très belle boîte. Ça fait 68 ans que le dividende est en augmentation de suite, 134 ans qu'un dividende est versé, 2,5% de renta, donc un poil timide, mais pas dégueu non plus. La valorisation me semble en ce moment OK, la dette elle est OK, la croissance du dividende elle est OK. Donc franchement c'est une belle boîte. Je l'ai pas en portefeuille pour être transparent, mais c'est le genre de boîte qui pourrait à un moment ou à un autre rejoindre clairement le portefeuille secteur extrêmement défensif. Donc ça me plaît beaucoup et c'est dommage que ce soit uniquement une ligne à 156 euros ici. Donc voilà. Verizon, bon bah très bien pour ceux qui veulent du dividende, mais clairement c'est des boîtes qui produisent pas de croissance. On est à 7% de rentabilité sur le dividende. Donc bon voilà, c'est bien si on veut vraiment avoir une vache à lait en termes de dividende, mais il faut s'attendre à ce que ça stagne en termes de croissance au niveau du prix de l'action. C'est pas une valeur formidable du tout. Ici à Système, on est sur une valeur française, ça dégage. Alors Kraft, on peut en parler un petit peu. Le problème c'est que c'est une boîte intéressante. Il y a des belles marques, notamment le ketchup Heinz que vous avez sur les tables de tous les restaurants. Le problème, c'est que le dividende, il a été supprimé en 2013 et 2014 et il stagne en ce moment depuis 2019. Donc là, on voit qu'il y a un truc qui est pas terrible pour les actionnaires, c'est que le dividende, il est un peu incertain, il baisse, il stagne. Donc ça, c'est clairement éliminatoire pour moi. Pourtant, je trouve ça un peu dommage pour une valeur de ce genre, de ce type-là, on va dire. Johnson & Johnson, si vous avez suivi mes dernières vidéos, c'est une très belle boîte. J'ai investi 75, un peu plus de 70 000 euros très récemment dans cette boîte-là. Donc, j'adore, je valide, je survalide. Dommage, encore une fois, que ce soit que 140 euros dans ce portefeuille. Cardinal, ça coûte beaucoup trop cher en ce moment. Le dividende, il est un peu à la traîne. Il augmente pas très rapidement. Le dividende, il est que de 1,6% à l'achat. Je pense que c'est clairement pas un bon moment pour l'acheter. Moi, je vais pas vous mentir, je l'ai acheté il y a plusieurs années en arrière. Je dois avoir une très, très belle plus-value de presque 150, 200%, je sais plus. Mais je l'achèterai clairement pas en ce moment. Yum Brands, le dividende il a baissé en 2016, donc bah voilà, moi ça m'intéresse pas. Si tu me donnes pas de dividende et que t'es pas en mesure de me montrer que t'es une entreprise pro-dividende pour tes actionnaires, ça m'intéresse pas. Philippe Morris, alors c'est intéressant cette boîte, ça fait 15 ans que le dividende il est en augmentation. Il y a quand même une croissance un peu timide du dividende. On l'achète à 4,2% de dividende en ce moment. Bon, c'est des boîtes qui sont dans des secteurs qui est donc le tabac, donc un peu compliqué pour, on va dire, générer de la croissance. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est des transitions vers tout ce qui est vapotage, le vaping, etc. Ça reste à voir si ces boîtes comme Philip Morris, Altria et compagnie vont réussir à générer de la croissance dans le futur ou à faire, on va dire, un renouveau. Pour l'instant, ils arrivent à conserver leurs bénéfices en augmentant le prix, des cigarettes et du tabac, mais c'est pas un truc qu'on peut faire à l'infini. Donc, pourquoi pas pour du dividende, mais voilà, une toute petite poche dans le portefeuille. Je dirais pas que c'est excellent, je dirais pas que c'est nul, mitigé. Personnellement, j'en ai pas en portefeuille du Philip Morris. Hormel, par contre, j'aime beaucoup plus. 59 ans d'augmentation du dividende. On l'achète à 3,8% de rentabilité. Donc ça, c'est une belle, c'est une belle rentabilité à l'achat. Il y a une belle valorisation en ce moment. Il y a un bêta très faible. Donc le bêta, ça veut dire que ça évolue que très peu par rapport à son indice. Donc si le S&P 500 bouge dans un sens ou dans l'autre de façon énorme, s'il y a beaucoup de volatilité, Hormel, elle, c'est une valeur vraiment très calme, qui bouge que très peu, qui réagit que très peu aux nouvelles du marché. Donc, c'est une valeur très bon père de famille. Hormel, si tu le sais pas, ça commercialise de la nourriture, viande, de bœuf, de poulet et compagnie. Donc, valeur très défensive. Ça, j'aime beaucoup Hormel, clairement. Là, encore une fois, dommage que ce soit que 118 euros dans ce portefeuille. Walt Disney, en 2021, 2022, 2023, ils ont supprimé le dividende. Donc, autant te dire que ça me plaît pas du tout.
Pfizer, en 2010, 2009 et entre 2009 pardon et 2021, le dividende a été baissé. Donc ça me plaît pas du tout, même si ça s'achète à 6,6% de rentabilité en ce moment. Je sais que sur certains forums, beaucoup en parlent comme étant potentiellement une valeur à acheter en ce moment. Personnellement, j'irai, mais alors pas du tout sur Pfizer, qui montre aux investisseurs que le dividende, il peut baisser à tout moment. Donc, ça me plaît pas du tout. Engie, c'est français, donc ça dégage. Starbucks, ils sont un petit peu en difficulté en ce moment. 2,5% à l'achat en termes de rentabilité. Il y a une belle croissance du dividende sur les 14 dernières années, mais je trouve que on va dire la sécurité du dividende est de moins en moins safe. La valorisation, j'ai un doute. Leurs bénéfices sont en baisse, ils sont un petit peu c'est un peu en compression, on va dire. J'ai un peu l'impression qu'ils sont sous challenge. J'irais clairement pas mettre une boîte comme ça dans mon portefeuille en ce moment. Je l'ai pas du tout en portefeuille. Et certains, encore une fois, sur des forums, en parlent souvent de Starbucks comme étant une boîte à acheter en ce moment. Je suis vraiment très mitigé personnellement. J'irais pas du tout l'acheter. Rollins, baisse de dividende en 2020. Donc, encore une fois, c'est éliminatoire d'office. Interparfums, c'est français, donc ça dégage. Colgate, ça, c'est évidemment une boîte très défensive. Bon père de famille. Je sais pas à combien ça s'achète en ce moment, Colgate. On va regarder rapidement. Je l'ai pas noté, mais ça doit être dans les 1%. 2,3%. Franchement, c'est pas dégueu. Pour une boîte comme Colgate, c'est franchement pas dégueu. Donc, c'est une très bon père de famille. Ça, c'est une boîte avec laquelle tu dors bien la nuit. Donc, pourquoi pas à analyser plus en détail. Mais ça, j'aime bien. Novo Nordisk. Donc, ça, c'est danois. Donc, ça me plaît pas du tout. La Française des Jeux, c'est français. Ça me plaît pas du tout. Nike. C'est une boîte qui plaît aussi pas mal en ce moment sur les forums américains, outre-Atlantique. Personnellement, c'est le secteur discrétionnaire. Donc, à l'opposé du secteur des biens de consommation courante, là, c'est des biens de consommation cyclique. Donc, quand il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'acheter des chaussures Nike, on arrête d'acheter des produits Nike. C'est pas important. Donc, moi, c'est des valeurs qui me plaisent pas beaucoup, contrairement à la nourriture, l'eau, l'électricité, etc., dont on a besoin, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il fasse beau. Nike, c'est les dépenses qu'on élimine tout de suite. Donc, ça me plaît pas beaucoup, même si ça verse un dividende, ça me plaît pas beaucoup. Danone, c'est français, donc ça dégage. Pinterest, ça verse pas de dividende, donc ça dégage. Donc là, on a un ETF marché émergent. Alors moi, j'aime pas du tout les ETF et les marchés émergents, je me positionne dessus à travers les startups. Donc je suis énormément positionné avec des startups en Inde, au Mexique, en Afrique et le marché mexicain, indien cartonne. Et c'est vraiment de cette façon-là que je prévois de gagner de l'argent avec les pays émergents, mais clairement pas avec un ETF. Je pense que pour les produits financiers cotés, il faut clairement aller sur l'américain. Et rien d'autre, que ce soit sur de l'action en direct ou du tracker, chacun choisit. Mais un ETF marché émergent, je vois pas trop l'intérêt, surtout avec une ligne à 57 euros. Je trouve que c'est un peu vraiment inutile. Bristol Myers, très belle boîte également. J'en dis pas plus. J'en ai en portefeuille, j'en ai un beau paquet. Acheté il y a un petit moment. Encore une fois, c'est pas parce que je vous dis que j'ai des choses en portefeuille qu'il faut les acheter, mais ça c'est une boîte qui me plaît beaucoup dans le secteur pharmaceutique. Donc vous pouvez potentiellement aller la creuser. Et là encore une fois, dommage que ce soit que 57 euros. Total, c'est clairement le genre de boîte que j'aurais acheté si j'étais en France. J'en ai d'ailleurs que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, qui date de quand j'étais en France, donc il y a maintenant presque 10 ans. Ce qui est dommage par contre, c'est que ce soit acheté comme un ADS, donc un ADR, c'est pareil. ADR, ADS, c'est une façon de rendre des boîtes étrangères, donc ici françaises, accessibles aux investisseurs américains. Et toi, en tant que Français, je comprends pas que tu l'achètes de cette façon-là. Tu aurais dû l'acheter clairement en France. Donc on voit que ça commence par US, le ticker, enfin le code ISIN. Tu aurais dû l'acheter en France sur un PEA et clairement pas sur ton compte titre. Voilà, je comprends vraiment pas la logique ici de payer des impôts sur tes dividendes américains, de payer des impôts sur tes dividendes de source française alors que tu aurais pu ne pas du tout en payer. Là, pour moi, il y a une faute ici. Tu aurais dû l'acheter sur ton PEA, clairement. Mondelez, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Baisse du dividende il y a 10 ans. Donc voilà, encore une fois, si tu me baisses le dividende, tu m'intéresses pas. Donc ils ont pas un historique de versement de dividende suffisamment fiable pour que ça me plaise. Realty Income, il y a des choses à dire là-dessus. Ça plaît énormément outre-Atlantique. Si vous allez sur les forums américains, ils font que de parler de cette valeur-là parce que c'est une valeur qui verse un dividende mensuel. Donc c'est une foncière cotée en bourse aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est très stagnant en termes de croissance. Il y a un dividende mensuel, un dividende qui est intéressant d'ailleurs de, je crois, combien? 4, 5%? On va regarder ça tout de suite. 5,8%. Donc, c'est pour ça que ça plaît énormément. Les taux d'intérêt sont élevés en ce moment. Donc, beaucoup disent que dès que les taux d'intérêt vont rebaisser, ça va générer de la belle plus-value pour ce genre de valeurs qui dépendent immédiatement des taux d'intérêt.
Bon, j'en avais acheté il y a vraiment quelques années en arrière, mais c'est pas du tout le genre de valeur que j'irais forcément acheter aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup plus sympathique sur le marché aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui veut vraiment du dividende et de façon mensuelle, c'est une des rares valeurs qui propose ça. Donc pourquoi pas. Sanofi, donc c'est une boîte française. Encore une fois, pourquoi ça a été acheté à travers un ADR aux États-Unis avec listing US, alors que tu aurais pu le mettre dans un PEA français et ne pas payer d'impôts sur tes dividendes et tes plus-values. Là, je comprends pas. Pour moi, également, c'est une faute. Donc, c'est dommage. Altria, on en parlait tout à l'heure, c'est très rentable, mais ça fait pas de croissance, c'est du tabac. Donc là, toute la question est du renouveau, comme avec Philip Morris. Est-ce qu'ils vont réussir à faire une transition qui va être génératrice de croissance, et est-ce qu'ils vont réussir à ne pas dépendre que de l'augmentation des prix du tabac, parce que ça, c'est pas un truc qu'on peut faire à l'infini. C'est la grande question. Mais là, encore une fois, outre-Atlantique, il y a énormément d'investisseurs américains qui adorent Altria parce que c'est une vache à lait en termes de dividendes. Chacun se fera sa conclusion sur cette valeur. US Bancorp, dividende a été déglingué en 2008. Donc, ils n'ont pas réussi à traverser la crise financière de 2008 en tant qu'établissement financier, donc là ça me plaît pas non plus. Italian Sea Group, valeur italienne, donc ça me plaît pas du tout. JD.com, c'est une boîte chinoise qui est pas du tout pro dividende, donc ça me plaît pas du tout. Les établissements Morel et Prom, c'est du français, donc ça me plaît pas du tout. AT&T, on est sur de la télécommunication et le dividende a sauté là tout récemment, il y a 2 ans ou 1 an et demi, donc ça me plaît pas du tout non plus pour les raisons que je t'ai évoquées précédemment. Ebro Foods, boîte espagnole, donc ça me plaît pas. Snap, ça verse pas de dividendes, donc ça me plaît pas. Corsair Gaming, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Il n'y a pas de dividendes, donc ça me plaît pas non plus. Prospect Capital Corporation, ça c'est un gros piège, je ne comprends pas du tout pourquoi tu l'as acheté. Ça fait 15 ans que le dividende il est en baisse. Je répète ce que je viens de te dire, 15 ans que le dividende est en baisse. Donc chaque année, on nous annonce que le dividende va être plus faible que l'année précédente, et ça fait 15 ans que ça dure. Donc clairement, je comprends pas du tout. Et voilà, on voit la moins-value, moins 52%. Enfin, je crois que c'est la moins-value. Si je regarde, j'ai même pas regardé. Moins-value, voilà. Donc ça m'étonne pas. Tu t'es fait punir directement parce que la boîte, elle est clairement en chute libre. Et pour terminer, Atari, c'est une boîte belge. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs ça apparaît comme étant un ticker français, mais c'est bien une boîte belge. Non, excuse-moi, je fais une bêtise. Atari, Atari c'est français. Ouais, excuse-moi. Donc c'est français, donc ça dégage. Et par contre, ce qui est belge, c'est ici, c'est B-Post. Donc je crois que c'est service postier français, je sais pas, belge, pardon, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est belge, donc ça m'intéresse pas. Je vais pas aller investir dans la poste belge. On va regarder ça vite fait. Traitement du courrier postal en Belgique. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie d'investir dans ça quand on voit qu'il y a des très belles boîtes américaines à côté. Donc voilà les amis, j'essaie vraiment d'être très rapide et concis parce qu'il y a 75 valeurs en portefeuille, donc c'est énorme. Donc moi, si je peux te dire un truc, Gary, c'est que en termes de répartition sectorielle, visiblement, tu en as un petit peu dans tous les secteurs, donc c'est très très bien. Par contre, il y a beaucoup trop de valeurs, il faut faire du ménage. Là, toutes ces valeurs qui valent 5, 10, 20, 30, 40 euros, je vois vraiment pas l'intérêt à part te prendre la tête. Surtout qu'il y a quand même de belles daubes à l'intérieur. On voit qu'il y a Prospect Capital, moins 52%, Atari, moins 60%, Snap, moins 84%. Là, c'est vraiment inutile, toi, faire des plus-values de 4 euros, de 11 euros. C'est pas ça qui va faire bouger ton portefeuille dans le bon sens. Je serais toi, je me concentrerais vraiment plus sur l'analyse des fondamentaux et j'irais vraiment sur 20 à 30 valeurs grand max. C'est là où on estime qu'il y a le plus de bénéfices en termes de diversification. Donc voilà, franchement, moi je ferais sauter tout ce qui est français, italien, belge, danois. J'irais que sur du 100% américain. Si tu veux garder tes trackers, pourquoi pas. On a vu qu'il y en avait un world et un pays émergent, et que pour tout ce qui est marché américain, visiblement tu fais de la détention en direct, pourquoi pas. Mais vraiment là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est concentrer ton portefeuille. Il y a quand même de très très belles boîtes. On a vu du Coca-Cola, du Apple, du Pepsi, du McDo, j'aime beaucoup. Bref, je t'ai dit tout ce qui me plaisait déjà dans le portefeuille. Mastercard ici que je viens de voir. On a parlé de Hormel, on a parlé ici de Alphabet. Quand même vraiment des belles boîtes, Johnson & Johnson, qui sont, voilà, Hormel ici. De très belles boîtes que tu dois, à mon sens, à tout prix garder. Colgate également. Voilà. Tu dois dégager énormément de choses là-dedans. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que vous pensez de ce portefeuille de Gary? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît pas? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Qu'est-ce que vous auriez
changer, dites-moi tout. Lis bien la barre de la description, il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider, notamment l'accès à mon portefeuille comme celui-ci, où tu pourras voir tout ce que j'ai moi personnellement en portefeuille et comment j'ai éclaté finalement mon 1,1 million de dollars en bourse, en sachant qu'il n'y a que des valeurs à dividendes américaines et rien d'autre, si ce n'est une petite française, comme je te l'ai dit, avec Total, mais qui est là depuis maintenant presque 10 ans, donc on l'a gardé. Mais c'est sinon que du 100% américain. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous dis à très très vite et je vous souhaite d'excellents investissements. Ciao, ciao.